Merci beaucoup, merci encore d'être resté quasiment jusqu'à la fin. Donc là, on va faire les restitutions, la synthèse avec Adrien Clouet. C'est vrai, c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà, mais député également de... je te présente Député de la France Insoumise de la Haute-Garonne et donc à quelques kilomètres d'ici. Voilà, et tout à évidemment heureux de venir faire avec vous cette restitution. Et alors moi, Manon, donc effectivement, je suis co-animatrice avec Landry et Diangou du livret Quartier populaire de la France Insoumise. Et donc Landry l'a dit, je le redis vraiment rapidement aussi parce que voilà, la journée a été longue, mais il y a eu plus d'une trentaine de réunions locales de rencontres locales qui ont été faites dans toute la France. Voilà, c'est les remontées qui ont été faites de ces rencontres participent aussi au travail que vous avez fait pendant toute cette journée. Pour nous, faire ce type d'événement, c'est pas juste venir écouter des bonnes paroles et faire oui de la tête poliment. Il y a un objectif qui est un objectif politique. On vient pour apprendre. On vient pour entendre et pour apprendre de ce qu'on a entendu. Parce que, en tant que formation politique, on porte un programme. C'est-à-dire on a des idées, quelques-unes, sur comment il faut changer la vie et avec qui il faut la changer. Eh bien, c'est avec vous qu'on veut la changer et c'est en partant de vos idées qui sont une boussole pour avoir une vraie réflexion qui parte des besoins des gens. Pas une réflexion en chambre ou dans je ne sais pas quel salon bourgeois ou en se demandant si Bernard Arnault a envie de payer des impôts. Ça, on s'en fout. Le sujet, c'est comment les gens vivent et comment on s'organise collectivement pour qu'ils vivent mieux et donc bien. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, on fait la synthèse de la première thématique, démocratie, comment investir la citoyenneté en tant qu'habitante et habitants de quartier populaire. Donc, le premier point, c'est instaurer un dispositif de cogestion citoyenne pour la gestion démocratique des biens communs. Ça, c'était notable d'ailleurs, Sabrina. Organiser des permanences juridiques pour accompagner les habitants dans la lutte contre les violences et les abus de la part de policiers. Garantir une véritable parité sociale et populaire afin que les élus et les listes électorales reflètent pleinement la diversité de la société. Lancer des campagnes locales d'inscription sur les listes électorales pour renforcer la participation démocratique. Renforcer l'éducation civique en impliquant les associations dans les collèges, les lycées et les centres sociaux à travers des actions de sensibilisation et de formation. On continue avec faire des villes inclusives et lutter contre les discriminations. Donc le premier point, c'est anonymiser les demandes liées aux droits communs, par exemple, pour une demande de logement social ou pour des CV. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de discrimination par rapport aux codes postaux ou aux noms de famille ou aux prénoms, comme ça a été dit tout à l'heure pendant les interventions. Supprimer les conventions relatives à la sécurité et à la délinquance signées par les bailleurs sociaux et le parquet. Développer l'enseignement de la mémoire coloniale et de l'histoire de l'immigration. Encourager la création et le développement de lieux de mixité culturelle et d'éducation populaire en favorisant l'échange et l'inclusion. Rendre obligatoire la formation de tous les agents du service public aux enjeux des discriminations pour garantir un service égalitaire et inclusif. Et je termine ma partie avec la troisième thématique, garantir l'accès aux services publics. Donc, restaurer la police de proximité, chargée d'assurer la tranquillité des quartiers sur le long terme et de redonner un lien social à la police. Développer l'accueil physique dans les services publics. Investir massivement dans les services publics, augmenter le nombre de fonctionnaires, notamment dans l'éducation nationale. Développer les services de traduction dans les services publics, revenir sur les délégations de services publics, gérer ces derniers en régie municipale et rendre accessible l'accès aux biens essentiels tels que l'énergie. Et pour continuer sur ce que tu évoques à l'instant, la question des biens communs. On s'est réunis à un moment donné sur les tables pour parler d'écologie, d'environnement, de ce bien commun qui est sans doute le premier, qui est celui de l'air et de l'eau. On sait que le capitalisme aujourd'hui, il pollue l'air, il pollue l'eau pour qu'on achète des filtres afin de pouvoir consommer ce qu'on a de droit gratuitement dans la nature. Comment on s'organise? Comment on lutte? Eh bien, en partant là aussi des besoins populaires en matière d'écologie et d'environnement. Les grandes idées qui ont été synthétisées, qui sont ressorties de la plupart des tables, sont les suivantes.
D'abord, le combat pour le droit à la mobilité individuelle. Ça passe notamment par le plan vélo qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, qui vise à la fois, bien sûr, à doter chaque jeune d'un moyen de mobilité douce, mais aussi d'avoir ainsi des entreprises et des qualifications locales, des jeunes qui sont formés à l'entretien des véhicules, du cycle, etc. Bien sûr, le vélo est une modalité douce, mais ça va avec des transports en commun qui sont pensés sur leur lieu de desserte, les stations, les arrêts, à partir des besoins réels des milieux populaires et pas à partir d'un type sur Google Maps qui fait des mesures à 100 mètres près et qui met au hasard des arrêts de bus, ce qui se passe malheureusement beaucoup aujourd'hui. Troisièmement, ça pose la question de la capacité des gens à vivre, y compris chez eux, dans un logement, et je reviendrai dessus un peu plus tard, qui est isolé thermiquement, qui est isolé phoniquement. À quelques kilomètres d'ici, vous avez des gens qui, la nuit, sont réveillés par le bruit des avions qui passent au-dessus de leur tête. Vous avez également des gens qui, l'hiver, ont froid et sont obligés d'aller parfois dans des lieux collectifs, des services publics pour se réchauffer, ou qui, au contraire, l'été, ont beaucoup trop chaud et ne parviennent pas ni à se reposer, ni à se soigner quand ils sont malades, faute de pouvoir avoir des mouvements, se déplacer, etc. Et par ailleurs, la question environnementale, elle passe aussi par ce qu'on consomme généralement au quotidien, toutes et tous, c'est-à-dire manger. Et la question de l'alimentation, là aussi, a été au cœur des travaux des différentes tables. L'alimentation, avec deux critères qui sont ressortis, le local et le bio. Comment on fait ? Eh bien, d'abord, par la restauration collective, la cantine, là où on apprend l'habitude, là où on découvre des saveurs, et là où on redistribue des plus riches vers les plus pauvres. La cantine scolaire, elle a, pour nous, une mission politique. Elle doit d'abord avoir un caractère accessible, c'est-à-dire une tarification à minima sociale, à maxima gratuite. Parce que, tout simplement, on sait que les plus riches paieront plus d'impôts et tout le monde, à la fin, en bénéficie. Donc, la gratuité est un horizon politique que nous portions hier, que nous porterons encore plus demain. Par ailleurs, la cantine, elle a aussi un rôle pour organiser le territoire. Parce qu'une cantine locale et bio, ça veut dire un accord avec les agriculteurs qui résident à côté ou qui produisent à côté. Et donc, vous avez ainsi des contrats sur plusieurs années, vous faites vivre la main-d'œuvre en milieu agricole qualifié et vous améliorez la vie, l'existence des plus petits. Vous avez en fait fait du bien commun, pour le résumer rapidement. Et s'il y a un aspect collectif à l'alimentation, disons un aspect de restauration collective, il y a aussi un aspect de droit partagé, par exemple avec les jardins collectifs qui permettent à chacune et chacun de produire directement une partie de l'alimentation qui lui importe et ainsi pouvoir, faire un pas de côté vis-à-vis des épidémies comme le sucre ou comme la nourriture industrielle qui nous empoisonne à petit feu en même temps qu'elle rogne le droit des gens à avoir accès à une terre à côté de chez eux, un jardin partagé, etc., etc. Mais le cadre de vie, je conclurai là-dessus, il n'est pas que environnemental. On a aussi toutes et tous un cadre de vie qui est individuel, qui est intime, qui est privé, c'est le logement. Et on a le droit, toutes et tous, d'avoir un lieu chez soi dont on décide, qu'on organise, qu'on décore, bien sûr, parce qu'on aime avoir cet espace qui nous appartient. Et sur la question du logement, se pose une série d'exigences politiques. Les loyers qu'il faut encadrer, les places dans le logement social qui sont insuffisantes, la caution qui est une barrière inacceptable, être obligé de déposer des centaines d'euros sur un chèque alors qu'on pourrait vivre autrement, par exemple avec des cautions sociales, que chacun cotise un petit peu sur son loyer et comme ça, on a un fonds partagé par toutes et tous qui assure les aléas de la vie, l'accident du travail, le chômage, qui fait que vous n'arrivez plus à payer pendant un mois ou deux. Enfin, se pose bien sûr la question de l'usage des logements vides. Est-ce que le logement est une marchandise dont on doit tolérer qu'il reste vide pour que certains fassent monter les prix et s'enrichissent? Ou est-ce que le logement est un droit et dès lors, il faut mettre sous réquisition systématique les logements qui sont vides dans la longue durée? Bref, tout cela pour organiser un droit à la ville qui impose d'avoir des territoires qui ne sont pas soumis à la ségrégation, les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, ceux qui vivent à côté de la rocade de l'autoroute empoisonnés d'un côté et ceux qui vivent au milieu des jardins de l'autre côté, mais bel et bien une décision politique parce que la ville, elle nous appartient comme tout le reste.